Bonjour et bienvenue, je suis Marc Jeanneney du cabinet Syndex. Je suis accompagné de Charlie Renaud du cabinet Syndex également. Bonjour. Eh bien, écoutez, comme vous êtes déjà assez nombreuses et nombreux, on vous propose de démarrer. On va partager le support à nos échanges. Donc normalement, voilà, il s'affiche. En introduction, juste se redire que finalement, on est là avec vous dans le cadre d'un deuxième webinaire, dans la mesure où un premier webinaire a eu lieu le 25 janvier, qui était vraiment centré sur les bons réflexes à utiliser pour utiliser au mieux la consultation sur la situation économique et financière. Dans le cadre de ce webinaire, on reste sur le thème de la consultation sur la situation économique et financière, mais on change l'angle d'approche, puisque l'idée, c'est plutôt de vous faire part d'un certain nombre de retours d'expérience, de cas pratiques qu'on a pu rencontrer en accompagnant des CSE. Donc, si vous voulez, on aura un premier temps, mais qui sera très rapide, un petit peu d'échauffement avant la période, avant le déjeuner. Et puis surtout, voilà, le cœur de ce webinaire, il sera autour des cas pratiques et des retours d'expérience. Donc, on sera ensemble pour environ 45 minutes, 1 heure maximum. L'idée, c'est vraiment que vous n'hésitiez pas à poser vos questions et au fur et à mesure en fait, du webinaire, vous avez pour cela un module qui s'appelle Q&R, voilà, avec des petites bulles qui vous permettent de poser vos questions. On y répondra en fonction des questions au fur et à mesure où en fait, en fin de webinaire, sachant que par ailleurs, on réactivera les micros et en levant la petite main, vous pourrez vous identifier et poser les questions. Donc, on aura aussi ce temps d'interaction en fin de webinaire. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas encore connectés, on vous rappelle que le replay de ce webinaire ainsi que le support seront mis à disposition sur le site de Syndex en début de semaine prochaine. Et donc, comme promis, nous allons démarrer l'échauffement. Rassurez-vous, ça ne sera pas trop physique pour autant. Donc oui, comme l'a dit Marc, avant de rentrer dans le vif du sujet des cas pratiques, quelques petits rappels sur de quoi parle-t-on quand on parle de rôle économique du CSE, avec quelques notions à avoir en tête. Quand on parle de rôle économique, on va parler à la fois des informations qui doivent vous être remises et qui vous permettent de jouer ce rôle ce rôle économique en tant que représentant des salariés. Donc les informations qui peuvent vous être remises de façon assez régulière par vos directions et qui vous permettront de vous faire une idée sur la situation économique de votre entreprise. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau de discussion. C'est au-delà de l'information remise, un certain nombre d'échanges qui peuvent avoir lieu entre vous et votre direction sur les éléments qui vous sont remis. Et ensuite, le troisième niveau de la consultation, qui est bien différent de celui de la discussion, dans le sens où, lorsque vous êtes consulté, in fine, vous devez remettre un avis sur les informations qui vous ont été remises, et notamment dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière. Et on a rajouté un cas de pavé qui est la négociation. Donc, bien faire la différence, négociation, c'est bien le rôle des organisations syndicales et pas du CSE en tant que tel. Néanmoins, les trois premiers pavés d'avant, information, discussion, consultation, sont des éléments qui vont permettre d'amener des arguments pour les organisations syndicales dans le cadre de leur négociation. Donc ensuite, pourquoi jouer sur ce rôle économique en tant que membre élu du CSE? Tout d'abord parce que ça fait partie de vos prérogatives, tout comme la gestion des activités sociales et culturelles. Le rôle économique est une prérogative qui vous appartient, donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que vous souhaitez vous faire votre propre opinion sur la situation de l'entreprise. Bien sûr, votre direction va vous amener un certain nombre de discours, d'explications, va vous donner sa vision de la situation économique et financière de l'entreprise. Néanmoins, du fait de jouer vraiment votre rôle, de récolter les informations, de pouvoir échanger, de les analyser, ça vous permettra d'avoir votre propre opinion sur la situation de votre entreprise. Tout ça vous permettra ensuite de pouvoir peser sur les décisions. C'est bien en étant outillé, en connaissant la situation, que vous serez en mesure de pouvoir peser sur les décisions et de proposer des alternatives à celles qui sont proposées par la direction. Et enfin, c'est aussi que c'est en jouant ce rôle de façon régulière et assidue que vous arriverez à devenir un interlocuteur légitime face à votre direction qui comprendra bien qu'elle ne peut pas vous dire tout et n'importe quoi, que vous avez suffisamment de connaissances pour pouvoir savoir répondre à ces différents arguments.
Donc, un dernier petit point de rappel avant de rentrer dans le vif du sujet pour bien faire la différence entre information et consultation quand on parle des prérogatives économiques. Donc, c'est bien deux choses bien différentes. Donc, quand on parle d'information, on parle des informations, il y a deux types d'informations. Il y a les informations qui vont vous être remises après chaque élection, où votre direction a une obligation de vous donner un certain nombre d'informations. Et ensuite, des informations trimestrielles dans les entreprises de plus de 300 salariés, où vous devez de façon régulière être informé sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la marge de l'entreprise, l'évolution des emplois, etc. Donc, dans ce cadre-là, quand il y a information, la direction vous remet des informations, mais entre guillemets, le jeu s'arrête ici. Quand il y a consultation, c'est un peu différent. Et donc, deux types de consultations. Les consultations appelées récurrentes, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, notamment la situation économique et financière, mais il y a aussi l'orientation stratégique et la politique sociale. Donc, récurrentes parce qu'elles reviennent chaque année à défaut d'accord dans l'entreprise. Et également, les consultations ponctuelles sur projet. Donc là, pourquoi ponctuelles? C'est parce qu'elles ne sont pas prévues à l'avance, mais elles interviennent lorsqu'il y a un projet dans l'entreprise et avec 10 thèmes qui sont listés dans la loi, 10 thèmes qui précisent quand votre direction doit vous consulter sur quel type de projet. Donc voilà, ce petit rappel étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet des cas pratiques et je redonne la parole à Marc. Merci Charlie. Alors, juste avant d'évoquer avec vous les retours d'expérience sur les cas pratiques, une petite frise qui permet sans doute de vous situer par rapport à cette consultation sur la situation économique et financière en 2022, parce que finalement, cette consultation sur la situation économique et financière, elle va vous permettre de revenir sur la trajectoire de votre entreprise ou de votre association, sur son actualité, mais aussi sur ses perspectives. D'accord? Donc, même si elle s'appelle consultation sur la situation économique et financière, vous avez bien ces enjeux passés, présents et futurs. Donc, c'est quand même un outil intéressant. Alors, quand on dit trajectoire ou passé, à quoi on pense? Donc, vous voyez là, en fait, on vous a retracé d'un point de vue chronologique 2019, 2020, 2021. Et vous avez 3 étapes qui sont plutôt sur le passé et sur l'actualité. Et l'idée, c'est de se dire, mais finalement, dans le cadre de la consultation, est-ce que, dans le cadre des consultations précédentes, est-ce que, par exemple, vous aviez quand même une idée assez précise de l'état dans lequel votre entreprise avait abordé la crise sanitaire? C'est la première brique de ce schéma. Et puis, comment elle a réagi un petit peu à chaud, à court terme. Donc, soit vous avez déjà eu ces éléments dans le cadre des consultations précédentes, et tant mieux, soit la consultation en 2022 peut être aussi l'occasion d'y revenir. Ensuite, vraiment sur l'actualité 2021 et début 2022, sans doute qu'un des cœurs, un des enjeux forts de cette consultation sur la situation économique et financière, c'est d'appréhender la capacité de votre entreprise à s'adapter et à résister à court terme à ces crises sanitaires et surtout à ces conséquences économiques et sociales. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez rentrer dans les impacts de la crise sur l'activité, sur les résultats, sur la situation financière en 2021 et d'essayer aussi de mesurer en fait, dans quelle mesure les différentes parties prenantes, donc quand on parle de parties prenantes, on pense bien sûr aux salariés, mais on pense aussi aux actionnaires, aux clients, aux fournisseurs, aux banques, à l'ensemble en fait, des acteurs qui sont impliqués en fait, de près ou de loin dans la vie de l'entreprise et d'essayer de voir un petit peu qui a été le plus impacté, qui a fait le plus d'efforts et comment éventuellement les choses changent en phase de redémarrage. Et donc, l'idée de cette consultation, c'est aussi d'aller sur les perspectives, c'est le point 4 de ce petit schéma, pour 2022 et même au-delà, puisque ça fait partie des informations qu'on vous doit dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement la crise sanitaire, elle décale juste un petit peu dans le temps les ambitions de votre entreprise, ou est-ce qu'elle, elle va générer vraiment un repositionnement ou un changement de trajectoire, et donc de nouvelles orientations pour l'entreprise. Voilà, donc ce petit rappel étant fait, on va maintenant aller en fait sur 4 tours d'expérience. On ne va pas vous présenter dans le détail, mais juste en termes de présentation générale, vous voyez qu'en fait, on a repositionné les 4 étapes un petit peu chronologiques qu'on vient d'évoquer dans la diapositive précédente. Et c'est un petit peu ça qui va nous servir de guide pour évoquer ces 4 situations d'entreprise qu'on a pu rencontrer avec mon collègue Charlie. Et donc, il y a un petit code couleur. Vous allez voir, en fait, on va être dans des situations d'entreprise qui ont été très fragilisées, d'autres un petit peu moins. Donc, c'est pour ça que vous verrez ces petits codes couleurs. Voilà, le rouge attirant l'attention vraiment sur des points de difficulté, le orange sur des points de vigilance assez forts, et le vert, on est plutôt sur des éléments favorables. Donc, je vous propose de rentrer dans
premier retour d'expérience qu'on voulait partager avec vous. Alors, où est-ce qu'on se situe là? On est dans un CSE qui avait fait appel à Syndex, en fait, un CSE d'une entreprise de près de 50 salariés, donc plutôt une petite structure par rapport à d'autres. On est sur un domaine bien particulier, hein, de la fourniture des équipements et des services au garage. Et on est en fait, dans le cadre d'une entreprise qui avait rejoint un groupe qui a la particularité d'être non seulement en fait, du coup, l'actionnaire, mais aussi le fournisseur de certains produits juste avant la crise sanitaire. Et on est plutôt dans un contexte de dialogue social assez compliqué, assez contrarié. Et là, il faut avoir en tête que dans la trajectoire de l'entreprise, on était vraiment sur une entreprise qui était plutôt en déclin, qui avait connu beaucoup de difficultés, et notamment des redressements judiciaires, des changements d'actionnaires. Et donc, on est plutôt sur une entreprise qui s'était rétrécie au fur et à mesure en termes d'activité, en termes d'emploi, qui a réagi pendant la crise en mobilisant des dispositifs de l'État, un petit peu pour lui donner un petit peu d'air. Elle a eu un petit peu de soutien d'actionnaires, mais si vous voulez, l'enjeu important, c'est que, elle est arrivée déjà fragilisée, et donc malheureusement, ces difficultés se sont amplifiées pendant la crise sanitaire, dans la mesure où une partie de son activité s'est fortement arrêtée, notamment toute l'activité de service auprès des garages, qui par exemple pendant un temps étaient fermés. Et ses résultats se sont dégradés, sa situation financière également, beaucoup de tensions de trésorerie et malheureusement une nouvelle baisse des effectifs. Et donc, si on regarde un petit peu vers l'avant, si vous voulez, on avait aussi vraiment une stratégie qui posait question. Et puis, c'est sans doute important, c'est aussi pour ça qu'on le prend comme exemple, c'est de se dire qu'il y a aussi des incertitudes là, par rapport au groupe d'appartenance de cette société. Et c'est pour ça que dans la consultation sur la situation économique et financière, gardez à l'esprit qu'on vous doit des informations sur vous, votre entreprise, mais aussi plus généralement sur le contexte de votre groupe et de votre secteur. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a pas mal d'incertitudes sur les attentes finalement du groupe et qu'est-ce qu'il attend de cette entreprise et quel soutien il est capable de proposer. Et donc, voilà, la question un petit peu de fond, les questions de fond que se posaient les élus dans ce contexte-là, c'est finalement quelle est la gravité de la situation et puis est-ce qu'elle peut s'en sortir. Donc concrètement, si vous voulez, le travail qui a pu être mis en place avec ce CSE, c'est vraiment de rappeler en fait la trajectoire de l'entreprise historique pour aussi faire la part des choses en termes de responsabilité entre ce qui relevait de la période précédente et puis la période actuelle, mais surtout de mieux comprendre le modèle économique de l'entreprise et puis de caractériser les difficultés, parce qu'il y en avait un certain nombre. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée c'est en tout cas de vous dire que cette consultation, elle permet d'aller plus loin justement sur d'où viennent les difficultés, quelles sont leurs ampleurs, et puis surtout, comment le CSE peut appréhender le plan de redressement qui est proposé par la direction. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit moins? Quels sont les points de vigilance à avoir en tête? Et donc, l'idée, c'était aussi d'alerter sur les conséquences sociales, hein, si la trajectoire baissière se poursuivait, et puis sur l'importance de maintenir un CSE avec des pleines prérogatives, même si, en fait, il passait en dessous du seuil de 50 salariés. Et donc, concrètement, puisque l'enjeu, c'est bien de se dire qu'il y a ces apports, mais c'est surtout un travail du CSE qui, à partir de cette consultation et du travail de l'expertise, a produit un avis argumenté qui a été communiqué auprès des salariés. Et c'était une façon pour eux de reprendre la main en termes de communication. C'était aussi l'occasion de cranter, si vous voulez, les prochaines étapes de dialogue social avec la direction, dans la mesure où on avait une direction qui était plutôt optimiste sur la capacité de la société à rebondir. Là, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, on a identifié les points de vigilance, nous, CSE, et on les évoquera ensemble avec la direction dans les temps qui viennent. Ils ont aussi été amenés à se dire, en fait, il faudrait peut-être qu'on parle au groupe directement sur certains sujets, dans la mesure où, en fait, le président du CSE n'était pas forcément décideur sur tous les sujets. Et puis, malheureusement, si la situation devait ne pas s'améliorer, l'idée, c'était aussi d'avoir en tête que le droit d'alerte économique, ça pouvait être un levier intéressant dans un deuxième temps. Et enfin, pour finir, une rencontre avec l'inspection du travail sur le volet poursuite du CSE avec ses pleines prérogatives. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se dire que derrière la situation économique et financière, ça embarque tout un tas de sujets. Et là, avec un CSE qui s'implique dans cette mesure-là, ça peut vraiment amener à des actions très, très concrètes pour la suite. Voilà, donc on vous propose d'aller sur de partager avec vous un autre retour d'expérience. Oui, donc là, c'est un deuxième cas un peu différent. C'est une entreprise d'environ 230 salariés en CDI qui a aussi recours assez fortement à l'intérim. Donc, c'est une filiale d'un équipementier qui intervient dans le secteur de l'automobile, avec un dialogue social qui s'est plutôt dégradé sur les dernières années avant la crise, notamment en lien avec un partage des richesses assez inéquitable pour les salariés.
Donc, c'est une entreprise qui, comme toutes les entreprises du secteur automobile, a une activité qui peut fluctuer en fonction des cotations qui sont remportées, c'est-à-dire des projets qui sont remportés par l'entreprise. Mais néanmoins, sur les dernières années avant la crise, plutôt un niveau d'activité très satisfaisant avec la majorité des appels d'offres remportés et donc un chiffre d'affaires plutôt à des niveaux records. Et donc, c'est une entreprise aussi qui était plutôt une vitrine du groupe en termes d'automatisation, et donc avec des investissements assez importants qui avaient pu être faits. Et donc, globalement, une situation économique et financière plutôt très bonne, et avec des résultats même au-delà, assez au-delà des objectifs qui étaient fixés par le groupe. Un des points négatifs, comme je le disais, c'est un recours massif à l'intérim et des conditions de travail qui avaient pu se dégrader sur les derniers exercices, mais de façon purement économique, une entreprise qui était dans une situation très confortable. Donc, avec l'arrivée de la crise, le portefeuille d'activité de l'entreprise s'est très nettement réduit. C'est une entreprise qui a eu recours aux différents dispositifs de l'État, et notamment le recours à l'activité partielle de façon assez importante. Et au-delà de ça, une décision de ne plus remplacer les départs, que ce soit sur de la main-d'œuvre directe ou de la main-d'œuvre indirecte. Donc, globalement, la situation s'est très nettement dégradée avec des résultats qui se sont effondrés. Néanmoins, l'entreprise n'est pas passée en déficit. Sur les années 2020 et 2021, elle a continué à générer des bénéfices, mais dans des niveaux nettement moins importants que ce qui était par le passé. Et donc là, sur la trajectoire à venir, il y a plutôt des questions sur les perspectives d'activité et la place du site dans son groupe d'appartenance, avec en fait un groupe qui profite de cette situation difficile de ces différentes filiales pour commencer à poser des questions de réorganisation au sein du groupe. Et donc un risque de conséquences sociales proportionnelles aux attentes du groupe, dans le sens où plus le groupe en attendra, plus la filiale devra mettre en place des mesures sociales pour améliorer sa performance économique. Et donc, la question des élus à ce stade, c'était au-delà du discours alarmiste de la direction, avoir un point de vue externe sur la véritable ampleur de la dégradation de la situation économique et financière, et quel était l'avenir de leur site, et notamment des salariés. Donc, en termes d'apport, notre travail sur cette mission, il y a un premier travail important, c'était de rappeler un peu l'historique, rappeler que cette filiale de groupe avait eu des performances exceptionnelles sur les années avant crise, notamment sur les exercices 2017, 2018, 2019, où c'était une entreprise qui a généré énormément d'argent, qui a remonté énormément de dividendes à son groupe, qui a aussi très fortement contribué à la trésorerie du groupe, et qui payait aussi massivement des management fees, c'est-à-dire des redevances pour les services mis à disposition par le groupe. Donc ça, c'était le premier point, à rappeler un peu la trajectoire historique. Le deuxième point, ça a été aussi de montrer l'ampleur des efforts qui ont été consentis par les salariés pendant la période de crise, qui ont été la principale partie prenante à faire des efforts, puisqu'il n'y a pas eu, le groupe n'a pas apporté grand-chose dans cette période de crise, mais le maintien des résultats s'est principalement fait par le recours à l'activité partielle et des réductions des effectifs. Donc ça, c'était un peu pour faire l'historique. Et ensuite, dans nos travaux, c'était un peu analyser les perspectives d'activité et de résultats de l'entreprise pour les années à venir, avec un discours qui était plutôt alarmiste de la part de la direction, et qu'on a pu un peu tempérer en montrant qu'il y avait quand même un certain nombre de projets qui étaient sur lesquels la filiale allait être amenée à se positionner, et que si tout se passait bien, sans retrouver les niveaux d'avant-crise, il y avait un chemin possible pour retrouver une performance correcte. Et donc, in fine, c'est l'appui à l'argumentation du CSE et des organisations syndicales dans le cadre des négociations, puisque le discours de la direction, c'était de dire la situation va mal, et donc il n'y a plus d'augmentation possible, plus rien du tout. Et donc, notre travail, c'était un peu de rééquilibrer tout ça en montrant que malgré la dégradation des résultats, il restait un certain nombre de marges de manœuvre. Et donc, un peu les actions concrètes mises en place par le CSE vont se recouper un peu aussi avec celles que Marc vous a présentées avant. Tout d'abord, c'est la présentation d'un avis motivé du CSE et à quoi il a servi. C'est que la plupart des salariés étaient très inquiets au sein de l'usine. Ça a permis de faire passer un message un peu plus optimiste que celui que la direction présentait sur la situation de l'entreprise.
une demande du CSE et des OS d'un appui du groupe, appui qui n'avait pas eu lieu pendant les années 2020 et 2021, en disant, voilà, nous, on a largement contribué pendant des années. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour nous. Il serait quand même bien normal que le groupe nous appuie dans cette période de crise, et notamment en termes de trésorerie. Et enfin, des discussions qui ont été engagées avec la direction sur les perspectives d'activité et de résultats et sur les éventuelles conséquences sociales, c'est-à-dire de travailler et avec des propositions alternatives de la part du CSE, notamment autour des enjeux de GEPP, mais également de maintien des conditions de travail, puisque c'est un site qui est en constante évolution en termes d'automatisation, mais automatisation qui pour la direction est signe d'amélioration de la performance, mais un point de vigilance mis par les élus sur l'impact en termes de conditions de travail. Alors peut-être, il y a des premières questions qui arrivent sur le module QR. Il y en a certaines qu'on évoquera plutôt à la fin. Il y en a peut-être une à laquelle on peut répondre, Charlie, sur parce que j'ai l'impression qu'elle concerne directement le cas qu'on est en train d'exposer. Sur finalement, la mise en avant de la compétitivité n'est-elle pas un faux prétexte? On peut peut-être en dire deux mots. Oui, et surtout dans ce secteur, c'est un prétexte qui est souvent mis sur la table en faisant peser la menace des délocalisations, des productions dans les pays d'Europe de l'Est, du Maghreb ou même d'Asie, en disant que la filiale doit donner une certaine compétitivité pour pas que les marchés lui soient perdus. Néanmoins, notre but, c'était de tempérer ça et de montrer qu'en fait, la filiale restait compétitive. Oui, elle avait plus les niveaux de résultats passés, mais qui étaient 2 fois supérieurs aux attentes du groupe. Mais aujourd'hui, oui, elle est entre guillemets, elle est moins performante, mais elle reste compétitive puisqu'elle arrive à gagner des appels d'offres, avoir un prix qui est proposé au client, qui lui permet de ne pas faire de déficit, mais des résultats moins bons que par le passé. Oui, en fait, on se rend compte que sur la notion de compétitivité, on n'a pas forcément les mêmes définitions que certaines directions. L'idée, c'est plutôt d'appréhender les choses de façon globale. Bien sûr, il y a la dimension de prix, mais ce n'est pas uniquement, notamment quand on voit l'évolution, par exemple, du coût de l'énergie. Il y a un certain nombre d'éléments aussi à avoir en tête, et puis aussi le positionnement de l'entreprise par rapport aux produits. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement un sujet qui peut être intéressant, mais à appréhender de façon plus globale. Alors, on vous propose d'aller sur le 3e retour d'expérience. On reste dans le monde de l'industrie, mais maintenant dans la chimie, dans une entreprise d'environ 100 salariés, alors qui fait partie d'un groupe qui s'est construit par étapes, plutôt européen, mais qui en fait a connu une croissance importante via des acquisitions. Donc beaucoup aussi de changements dans la direction générale, un dialogue social qui est plutôt favorable, mais avec un risque finalement d'éloignement entre le CSE et les décideurs, en lien avec on va dire, la constitution de ce groupe, et le fait que les centres de décision avaient tendance à s'éloigner de la France. Et là, on est plutôt dans un contexte favorable sur la trajectoire de l'entreprise avant la crise Covid, avec une stratégie intéressante de diversification qui permet de réduire les risques. C'est une entreprise qui est allée sur différents marchés, et donc de façon très intelligente et pertinente. Et donc voilà, des bons résultats, mais malgré tout des difficultés industrielles sur ce site en France, et puis un contexte un peu particulier de montage financier avec beaucoup de dettes, dans la mesure où en fait un des actionnaires est un fonds d'investissement qui a mis peu d'argent sur la table et qui s'est endetté. Donc c'est un petit peu comme si l'entreprise se payait elle-même et qu'elle devait se rembourser par la suite. Et ça, c'est vrai que ça faisait pas forcément partie des éléments sur lesquels les élus avaient beaucoup de visibilité avant qu'on puisse les accompagner. En tout cas, c'est une entreprise dans laquelle la mobilisation a été très forte pendant la crise Covid et saluée par à la fois les salariés et la direction, vraiment une capacité de réaction opérationnelle, et ça a été plutôt un révélateur en fait, de bonnes pratiques sur ce volet-là, et plutôt un impact maîtrisé finalement sur les résultats, sur l'activité et les résultats. Ils avaient un petit peu baissé en 2020, mais finalement, ça rebondit assez vite en 2021. Mais c'est là où, en fait, c'est assez surprenant, si on est un petit peu naïf, c'est que malgré tout, finalement, la direction de l'entreprise a quelque part essayé de profiter de ce contexte de crise sanitaire pour remettre en cause un certain nombre d'acquis sociaux, en termes de temps de travail, de rémunération. Donc, c'était quand même assez surprenant au regard de ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, dans les autres éléments, c'est vrai que au regard du contexte financier, malheureusement, il y a des investissements qui ont été repoussés au regard des contraintes liées à ce modèle financier. Et aussi, également dans le contexte de
d'un groupe qui continuait en fait à grossir. L'idée, c'était qu'en fait, ils avaient aussi besoin de rechercher des marges de manœuvre pour financer de nouvelles acquisitions, mais on va vite y revenir. Les économies qui étaient attendues sur les acquis sociaux étaient sans commune mesure avec les besoins du groupe sur ce volet-là. En tout cas, l'idée, ça a été, et par rapport, pardon, juste pour finir, par rapport aux perspectives, on est plutôt sur une crise qui est venue valider la pertinence de la stratégie du groupe et de l'entreprise, mais pour autant avec quand même des interrogations sur la place de ce site dans son groupe, et notamment un risque de marginalisation, comme malheureusement ça peut arriver, c'est-à-dire avec un site qui, par exemple, qui bénéficie de moins d'investissement ou qui est moins dans des marchés porteurs. Donc ça, c'était un point d'attention du CSE. Et donc qui, effectivement, s'interrogeait autour de notamment par rapport à ces remises en cause de gains sociaux qui étaient avancés par la direction, est-ce que vraiment ils étaient justifiés, dans quelle mesure ils étaient justifiés. Et donc, tout le travail qui a pu être fait avec ce CSE, ça a été de mettre en lumière finalement les effets assez limités de la crise sanitaire sur le volet économique, et surtout aussi de rappeler que c'était bien ce montage financier qui était à l'origine d'un certain nombre de contraintes. Et aussi de mettre en avant que les économies qui étaient attendues par finalement cette remise en cause des acquis sociaux étaient très faibles par rapport à l'ampleur de ces contraintes liées au montage financier et aux besoins de l'entreprise pour continuer à croître. Et donc l'idée, ça a été vraiment d'aider les CSE à argumenter pour revenir vers la direction et finalement, s'opposer à ce projet d'accord qui leur était proposé. Donc voilà, c'était vraiment un travail en forte collaboration avec eux pour nourrir leur réflexion sur cette situation. Donc vous voyez bien que l'idée, c'est que c'est à la fois un apport et des analyses de fond, mais aussi des apports très concrets par rapport à l'actualité de ce CSE, ou en l'occurrence, pour être plus précis, des organisations syndicales vers lesquelles on proposait un accord qui remettait en cause ces acquis sociaux. Et l'idée, ça a été aussi de se dire, pour revenir sur le volet CSE, de revenir sur les prochaines étapes du dialogue social et notamment une feuille de route avec la direction pour suivre tous les points de vigilance qui avaient été identifiés et le fait aussi de définir des modalités un peu particulières de dialogue social avec notamment un PDG plus en proximité du CSE, quand bien même en fait le groupe continuait à croître et les centres de décision à s'éloigner de l'entreprise. Donc voilà. Une petite pause boisson très rapide. Oui, il y avait une petite question sur le fait que l'avis défavorable ait permis de préserver les acquis sociaux. Hein. Mais juste un rappel, l'avis défavorable en tant que tel ne va pas bloquer la direction dans ces éléments. Et nous, ce qu'on dit souvent, ce n'est pas juste de rendre un avis défavorable, mais c'est un avis argumenté et avec potentiellement des propositions alternatives pour rendre un peu plus fort justement cet avis. Mais oui, c'est vrai qu'en tant que tel, l'avis ne va pas bloquer la direction, mais néanmoins créer du rapport de force. Et il y avait bien les deux leviers, c'est-à-dire que en fait, concrètement, c'était bien un accord qui était proposé aux organisations syndicales, mais finalement, le travail avec le CSE, et notamment sur la base de ces analyses, il a permis de nourrir les organisations syndicales pour qu'elles reviennent autour de la table et dire attendez, et ça n'a aucun sens. Et finalement, la direction a vite compris que ça allait être compliqué et donc a retiré son intention, mais elle avait besoin de l'accord des organisations syndicales. Donc, mais vous voyez bien qu'on est sur deux volets. Il y a le travail auprès du CSE qui remet un avis, effectivement, et puis qui peut se nourrir en fait des travaux de l'expert auprès du CSE pour pouvoir se positionner parfois sur des projets ou sur des propositions d'accord. Alors, le dernier cas de figure, vous voyez que plus on avance dans les retours d'expérience et plus il y a du vert, donc moins, on va dire, il y a de tensions ou d'inquiétudes pour les entreprises. Là, on est plutôt sur une entreprise qui allait très bien avant la crise sanitaire et qui continue à bien se porter. Pour autant, et on va le voir, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été demandés aux salariés et l'idée, c'était aussi, là aussi, finalement, d'alimenter la réflexion du CSE et surtout de les nourrir en arguments pour finalement, participer de façon plus active au redémarrage de la société. Donc là, on change de secteur d'activité. On est sur une société concessionnaire d'autoroutes avec un volume de salariés beaucoup plus important, environ 2000 salariés. Un dialogue social alors plutôt apaisé, malgré quand même finalement un certain nombre de réorganisations qui ont été mises en œuvre, mais on va dire une certaine habilité dans le pilotage de ces réorganisations.
Et voilà, on est vraiment là sur un secteur dans lequel les entreprises affichent des taux de résultats assez élevés, avec des marges de manœuvre financières importantes, malgré un endettement élevé, mais malgré tout, une tendance plutôt défavorable pour l'emploi, dans la mesure où il y a eu beaucoup d'automatisation, de réorganisation. Et c'est vrai que d'un point de vue social, c'est plutôt une tendance baissière. La période de crise sanitaire, elle a plutôt accéléré les actions de refinancement de cette société, de ce groupe. L'idée, en fait, c'était plutôt une direction financière qui pilote assez finement les choses et qui, comment dire, a une approche assez prudente et finalement est tellement bien perçue auprès des marchés financiers qu'elle peut s'endetter à des conditions favorables. Et donc, l'impact économique, il a été très limité en 2020. Le rebond, en fait, il est a priori là, attendu dès 2021. Et si vous voulez, ce qui est quand même qui a attiré l'attention des élus du CSE, c'est notamment le fait qu'il n'y a pas eu de pause dans la politique de remontée des dividendes vers les différentes sociétés. Donc, malgré quand même un petit impact économique, si vous voulez, en termes d'efforts, là, sur le volet des actionnaires, là, il n'y a plus de rupture et on est plutôt sur une logique de versement de l'ensemble des résultats aux actionnaires. Et il y a bien sûr un impact assez fort quand même pour les salariés, c'est l'absence d'intéressement et une baisse assez forte de la participation. Donc, quand bien même, finalement, l'impact il était plutôt modéré, il était largement absorbable. Il y a quand même un effort du coup, qui a dû être consenti dans un premier temps par les salariés sur ce volet-là. Et en tout cas, en termes de perspectives, il n'y avait pas de remise en cause des perspectives favorables de cette société, dans la mesure où on est sur des activités et des secteurs où en fait la performance, finalement, elle doit être analysée sur l'ensemble de la durée de la concession. C'est un tout petit trou d'air sur l'ensemble de cette durée de la concession. Et en plus, on vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'éléments fiscaux qui sont quand même très favorables aux entreprises, et notamment la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, et qui permet de faire quand même des économies assez significatives. Donc voilà, la question des élus, c'était plutôt de se dire, mais finalement, quels ont été les effets de la crise sur les différents acteurs, et dans quelle mesure ça remet en cause ou pas les perspectives favorables de la société. Et donc, l'apport en fait de nos travaux et de la collaboration avec le CSE, ça a été vraiment de mettre en lumière finalement un impact assez limité sur les équilibres économiques, mais pour autant de mettre ça un petit peu en contraste avec les remontées de dividendes. Et là, il y avait un enjeu à décortiquer, aller beaucoup plus dans le détail que ce qui pouvait être transmis au CSE sur ce volet-là, dans la mesure où on est sur des organisations assez complexes et qui dépassent le territoire français. L'idée, c'était aussi de mettre en avant les économies générées par les mesures fiscales récentes et donc, quelque part, de venir nourrir le CSE, l'alimenter en arguments pour qu'il, finalement, revienne vers la direction en essayant de trouver des mesures pour compenser les effets défavorables qu'on vient d'évoquer sur l'intéressement et la participation. Et donc, finalement, le CSE, il s'est saisi de ces éléments-là. Encore une fois, il a produit un avis motivé auprès des salariés, pour leur donner de la visibilité justement sur ces efforts qui avaient été un petit peu à géométrie variable entre les différents acteurs. Et puis, l'idée, c'est qu'en fait, des discussions sont engagées avec la direction justement sur le volet rémunération, on va dire partage de la valeur assez largement, pour trouver des mesures et pour compenser ces effets défavorables liés à la crise sanitaire, dans la mesure où en fait, l'entreprise se portait bien et continue de bien se porter. Écoutez, voilà pour ces retours d'expérience qui permettent de vous dresser un petit peu un paysage des différents scénarios possibles, en espérant qu'ils puissent vous inspirer dans ce que vous pouvez rencontrer au quotidien dans vos différentes situations. On souhaitait terminer finalement ce webinaire en vous rappelant un certain nombre de conseils pratiques dans le cadre des consultations annuelles obligatoires et notamment sur la situation économique et financière. Le conseil, c'est vraiment de planifier ces 3 consultations annuelles obligatoires assez vite là, en début d'année, dans la mesure où la loi ne précise pas à quel moment elles doivent intervenir. Ça vaut vraiment le coup de réaliser cet exercice de planification assez vite, en début d'année, de bien vous assurer que vous allez discuter, d'avoir en face de vous les interlocuteurs pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de prendre des décisions. Et si ce n'est pas le cas, en fait, de trouver des modalités pour pouvoir échanger avec ces personnes. Le message, c'est aussi soyez exigeants avec les informations qu'on vous remet dans le cadre notamment de la consultation sur la situation économique et financière. On reste à votre disposition si vous voulez en savoir plus en fonction de votre contexte spécifique, de questionner votre direction par rapport à ces informations qui vous sont remises, et vraiment d'être dans une logique de lister les points de vigilance dans le cadre de l'avis motivé. Ça sera autant de repères et de jalons que vous pourrez finalement utiliser dans la suite dans vos échanges avec votre direction. De ne pas hésiter à proposer des solutions alternatives
de motiver votre avis. Ça, on a beaucoup insisté sur le sujet, mais c'est un point important pour sortir d'une logique de avis favorable-défavorable. Ça n'a jamais de sens, et encore moins quand on est sur une logique de situation économique et financière. Et puis, ne pas oublier qu'on a une évolution quand même assez récente avec la loi climat sur le fait que les consultations, et notamment celle sur la situation économique et financière, embarquent aussi la question des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est une évolution récente, donc autant s'en emparer le plus tôt possible. Alors, peut-être juste, on vous propose d'ouvrir la phase un peu interactive de questions-réponses. On va peut-être repartir de certaines questions qui étaient posées, mais n'hésitez pas à intervenir en nous interpellant là un petit peu, on va dire, en direct. Oui, je vois qu'il y a une réponse là, de Guylaine qui vient d'apparaître. L'anticipation des réorganisations doit-elle se faire dans le cadre de la consultation économique et financière ou orientation stratégique? Il faut avoir en tête que réorganisation, donc s'il y a un véritable projet, ça doit faire l'objet d'une consultation en tant que telle. Et ça ne doit pas être noyé dans les autres consultations. Il y a souvent une tentation des directions à faire passer justement des projets de réorganisation dans le cadre des orientations stratégiques. Néanmoins, il faut se poser la question de si la réorganisation ne doit pas faire l'objet d'une consultation en tant que telle. Et après, bien sûr qu'elle apparaîtra aussi dans les orientations stratégiques, parce qu'elle fera partie des orientations stratégiques, et ses conséquences potentielles dans le cadre des consultations économiques et financières, on pourra voir les impacts sur la situation économique et financière. Mais bien faire attention à ce qu'elle ne soit pas masquée avec d'autres éléments si elle doit faire l'objet d'une consultation en tant que telle. C'est ça. Chronologiquement, potentiellement, on peut vous en dire 2 mots dans les orientations stratégiques s'il y a déjà des projets un petit peu précis. Mais ensuite, effectivement, la direction doit venir vers le CSE pour vous consulter spécifiquement sur ces projets. Et voilà. Et comme l'a dit Charlie, éventuellement, dans la situation économique et financière, ça peut être l'idée de suivre un petit peu tout cela, les conséquences de ces projets. Il me semble qu'on avait aussi une question sur le droit d'alerte économique. Oui, alors j'ai répondu par écrit, mais si je peux peut-être ramener quelques éléments. Hein. Donc le droit d'alerte, la question, hein, c'était sous quelles conditions le droit d'alerte peut être émis et quelle est la démarche. En termes de conditions, il faut que, et c'est comme ça que commence le droit d'alerte, hein, il y aura une première réunion dans laquelle les élus font part d'un certain nombre de questions, craintes sur la situation économique et financière de l'entreprise. Suite à ces questions, la direction doit répondre de façon argumentée à ces questions. Et selon les réponses que vous recevez, soit les réponses qui sont fournies par la direction sont de nature à vous rassurer, et du coup, vous pouvez décider d'arrêter le droit d'alerte économique, ou alors vos inquiétudes sont maintenues, voire sont amplifiées par les réponses de la direction. Et du coup, dans ce cadre-là, le droit d'alerte est maintenu, et le CSE peut recourir à l'assistance d'un expert comptable pour l'aider sur les différentes questions. Et donc, l'expert ira creuser les différentes questions qui ont été posées, différentes craintes posées par les représentants des salariés. Et juste un petit point, il y a une évolution. Le droit d'alerte était précédemment, l'expertise était précédemment financée à 100%. Dorénavant, il y a une participation du CSE. C'est une mission qui est financée à 80% par l'employeur et à 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement. Voilà, il y a vraiment de conseils pratiques sur si vous êtes, par exemple, vous posez la question désignation d'un expert, soit dans le cadre de la situation économique et financière, par exemple, ou dans le cadre d'un droit d'alerte. Le conseil, c'est vraiment prenez contact avec un expert pour échanger avec lui sur ce sujet-là. Ça permettra de nourrir la réflexion et puis ensuite peut-être de choisir le meilleur outil par rapport à votre contexte. Voilà. Parce qu'après, il y a un certain formalisme quand même à respecter sur la désignation de l'expert et donc autant anticiper ces éléments. Et a priori, il y a une question de Guylaine. On voit une main levée du côté de Guylaine, donc nous vous écoutons. Vous m'entendez là? Parfait. Oui, on entend bien. Bonjour. Moi, j'avais une question sur ce que vous nous avez présenté au tout début, notamment sur les informations trimestrielles pour les entreprises de plus de 300 salariés. C'est quoi exactement ces informations trimestrielles que la direction doit nous présenter? Alors, il y a diverses informations, hein, mais notamment il y a des informations sur l'évolution des effectifs, des évolutions sur la marge de l'entreprise. Hein. Souvent, les directions présentent les indicateurs qu'elles suivent de façon trimestrielle aux représentants des salariés. Ça peut être des chiffres d'affaires, ça peut être des données de performance économique,
que vous ayez une vision un peu régulière hein, de la situation de l'entreprise et que ce ne soit pas qu'une fois par an, dans le cadre de la situation économique et financière, où vous avez les informations, mais que de façon plus régulière, vous ayez une idée de comment se porte l'entreprise et et comment évoluent les différents indicateurs. Et sachant qu'en fait, ça recoupe, en fait, parce qu'effectivement, on est plutôt sur des éléments d'activité et de suivi des effectifs, et ça reboucle avec les informations qu'on vous doit dans le cadre de la fameuse base de données économiques et sociales. D'accord? Donc, vous savez, il y a différents tiroirs, en fait, différentes briques dans cette base de données économiques et sociales. Et il y a notamment, en fait, une rubrique autour de l'investissement social où on vous doit des informations sur le suivi des effectifs. Et donc, ça rentre un peu aussi dans cette logique-là, quoi. Ok, merci. Merci pour la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, on voit donc une main qui se lève du côté de Bruno. Et on remercie Mathieu qui est avec nous en régie de nous assister dans l'exercice. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'aurais une question complémentaire concernant la BDES, savoir quand est-ce qu'elle est mise à disposition du CSE, la fréquence et l'actualisation. OK. Mais en fait, sur la mise en place, ça fait déjà quelques années que la base de données économiques et sociales et maintenant environnementale aussi, d'ailleurs, on en profite pour rappeler les évolutions récentes, doit être mise en place. Malheureusement, on sait bien que ce n'est pas encore le cas partout et que souvent, il manque encore des compartiments. Et après, si vous voulez, ce qui est important à avoir en tête, c'est que dans cette base de données économiques et sociales, vous devez avoir des éléments sur, sur le passé, le présent et le futur. Et donc, vous devez trouver des informations sur les années précédentes et aussi sur les années à venir, ce qui est pas forcément toujours le cas. Et donc, si vous voulez, après, en termes de périodicité de mise à jour, en fait, sur la logique de BDES, on est plutôt sur une logique de mise à disposition d'informations, mais si vous voulez, ça n'a pas changé les règles du jeu sur la fréquence à laquelle on devait vous remettre des informations. Donc, typiquement, tout à l'heure, quand on évoquait les informations trimestrielles, elles étaient trimestrielles avant la BDES et elles restent trimestrielles. Par contre, il faut tenir qu'à minima, tous les ans, en fait, cette base de données économique et sociale et environnementale, elle doit être mise à jour. L'idéal, c'est aussi d'être informé quand elle est mise à jour. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Et en théorie, c'est ce qui déclenche les délais, en fait, notamment des consultations. Donc, c'est aussi important d'être informé de la mise à jour. Et puis, le conseil un peu pratique qu'on peut vous donner, c'est que la loi, elle définit, si vous voulez, des contenus un peu types, un peu standards. Et l'idée, c'est vraiment plutôt de se dire, vous, dans votre domaine, par rapport à votre domaine d'activité, par rapport à votre entreprise, de quoi vous avez besoin, et plutôt de faire du sur-mesure et de vous mettre d'accord avec votre direction sur les informations qu'elle va vous donner qui sont vraiment spécifiques à votre secteur. Parce que travailler dans un EHPAD ou dans un sous-traitant automobile, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, en termes d'information, l'idée, c'est plutôt d'arriver à avoir du sur-mesure avec votre direction. Merci, Marc. Merci pour la question. Je vois qu'il y a plusieurs questions écrites autour des réorganisations, des restructurations. Et notamment sur l'impact de l'expertise et si l'expertise peut freiner les départs et ou protéger les salariés. Donc, ce n'est pas l'expertise en tant que telle qui va freiner le projet ou protéger les salariés. L'expertise va amener des éléments sur quels sont les motifs économiques de cette réorganisation. Est-ce qu'ils sont réellement fondés ? Est-ce que l'entreprise en a besoin pour survivre ou alors c'est juste une amélioration de la performance qui est demandée par des actionnaires? Et en fait, c'est d'outiller les représentants des salariés et des organisations syndicales pour qu'elles puissent créer du rapport de force et c'est bien vous ensuite qui allez prendre la relève et c'est vous, au travers de prérogatives, qui pourrez, si ce n'est freiner ou en tout cas donner de la visibilité aux salariés et proposer des alternatives. Et on voit une main levée du côté de Karine. Il doit y avoir un problème technique. Bonjour, c'est Mathieu. Juste, Karine avait posé sa question dans le chat. Elle disait, lors d'un regroupement, pour notre cas un laboratoire, quel est le délai d'information du CSE et les documents obligatoires? D'accord, donc regroupement. Donc, oui, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. On imagine qu'il y a un changement en fait, dans l'actionnariat. Peut-être c'est effectivement, le laboratoire, d'ailleurs, peut-être, si ça nous fait penser à des choses, voilà, dans les laboratoires d'analyse médicale, c'est notamment
phénomène qu'on observe beaucoup sur des changements d'actionnaires, sur des fusions, etc. Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est très important d'avoir en tête que le CSE doit être consulté, dans la mesure où, en fait, il y a un changement de l'actionnariat, mais il y a aussi un changement de la stratégie, il y a des changements économiques et financiers. C'est quand même un grand chamboulement. Et donc, votre direction vous doit des informations précises et écrites. On est bien dans le cadre d'une consultation sur projet, comme l'évoquait tout à l'heure Charlie. Donc, on vous doit des informations écrites. Puis, effectivement, comme votre question le sous-tend, on vous doit aussi du temps pour permettre de digérer ces informations, poser des questions et vous faire votre idée et préparer votre avis motivé. Et donc, en l'occurrence, sauf s'il y a un accord spécifique qui existe dans votre entreprise qui prévoit des modalités particulières, c'est quand même assez rarement le cas, le délai il est d'1 mois entre le moment où on vous remet l'information et le moment où vous allez remettre votre avis. Et il passe à 2 mois si jamais vous faites appel à un expert. Alors forcément, on a notre petite idée sur le sujet, mais c'est quand même un moment important et assez structurant dans la vie de l'entreprise. On le voit bien pour les laboratoires, notamment d'analyse médicale, c'est quand même des grands chamboulements. Et donc, ça peut valoir le coup, ça peut vous aider dans la démarche. Donc, 1 mois sans expert et 2 mois avec un expert. Oui, et en termes d'information, c'est notamment les fondements de ce regroupement. Pourquoi il y a regroupement, quelle va être l'organisation suite au regroupement et quelles sont les conséquences sociales de ce regroupement. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a regroupement, fusion, etc., il y a dénonciation des accords. Donc, pareil, là, il y a une période de 15 mois qui s'ouvre où les organisations syndicales vont pouvoir négocier sur le statut collectif des salariés qui sont impliqués dans ce regroupement. Mais du coup, à votre disposition, Karine, pour éventuellement prolonger la discussion spécifiquement sur votre situation, si vous le souhaitez, on le réévoquera dans quelques minutes maintenant, mais il y a la possibilité qu'on prolonge ce premier niveau de réponse. On a des questions de Jean-Marie et de Guylaine auxquelles pas encore apporté de réponse dans le module questions-réponses. Et il y avait Guylaine qui avait une question un petit peu plus générale, qui demandait en fait si le dialogue social ne s'était-il pas dégradé, les directions confortées par les différentes modifications Macron. J'imagine qu'elle parle de la réforme du CSE. Oui, c'est sûr qu'effectivement, c'est aussi un constat qu'on fait. Derrière au regard des évolutions récentes, on sent qu'effectivement il y a une contraction des moyens et effectivement ça n'a pas arrangé les choses. C'est effectivement un constat qu'on partage. Mais l'idée c'est d'éviter de se dire qu'il reste quand même des marges de manœuvre et typiquement sur finalement quand même la prise en main de ces consultations. Ça reste quand même un outil, un levier intéressant, même si on a bien conscience qu'effectivement, c'est compliqué pour les CSE. Il nous semble quand même, et aussi on regarde ce qu'on peut constater, c'est que ça vaut le coup de tenter l'aventure de ces consultations et d'être exigeant aussi et de rappeler un certain nombre de règles qui souvent sont un peu ignorées ou malmenées, notamment en termes de communication d'informations, de respect des délais et finalement aussi de retour, de réponse qui peuvent vous être faits dans le cadre de ces consultations. Oui, et il y a une question sur le financement de l'expertise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les expertises, de façon générale, sont financées par l'employeur. C'est-à-dire que le CSE a la possibilité de désigner un expert pour l'accompagner, que ce soit dans le cadre des consultations récurrentes, situation économique et financière, politique sociale, orientation stratégique, et aussi dans des temps particuliers, droit d'alerte, redressement judiciaire, etc. Donc, ayez en tête que dans la majorité des cas, c'est l'employeur qui finance l'expertise et qu'il y a quelques exceptions, notamment sur les orientations stratégiques, le droit d'alerte ou aussi l'expertise sur projet SSCT, où là, il y a une contribution du CSE à hauteur de 20% dans la limite de son budget de fonctionnement. Et on vous remercie aussi pour une autre question qui est posée sur les informations à remettre au CSE dans le cadre de cette consultation. N'hésitez pas à aller sur le support en fait, du premier webinaire, dans la mesure où c'est un sujet qui a été évoqué un peu plus dans le détail, mais ce qu'on peut en dire très rapidement, c'est qu'on vous doit des informations sur l'activité, sur la situation économique et financière, à la fois de l'année écoulée, donc en l'occurrence 2021, mais aussi des prévisions pour l'année 2022. Et donc, on vous doit notamment les comptes de votre entreprise, donc bilan, compte de résultats et annexes. C'est un document aussi intéressant. On vous doit aussi le rapport de gestion, le rapport par exemple du commissaire aux comptes, qui est un peu le gendarme de la comptabilité qui vient certifier les comptes. Donc,
voilà, on vous livre quelques exemples, mais là aussi, on reste à votre disposition si vous savez, si vous voulez comment dire, un petit peu creuser ce sujet, mais retenez des informations sur l'année écoulée, mais aussi en termes de budget. Et puis après, tout va dépendre de votre secteur d'activité. Quand on parle d'activité, le sous-traitant automobile, ça va être un certain nombre de produits à livrer, tout dépendra de votre secteur d'activité. Dans d'autres, dans le médico-social, on va regarder par exemple le taux de remplissage de certaines structures. Donc encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, mais retenez activité, résultats et situation financière notamment, et ne négligez pas les conséquences environnementales dans la mesure où on est sur une évolution assez récente au travers de la loi climat. Écoutez, peut-être que est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on va sans doute clôturer malheureusement ce webinaire. Voilà, on jette un petit coup d'œil pour voir si des mains se lèvent. On vous laisse encore quelques secondes, mais sinon, on va être plutôt sur un temps de conclusion. Voilà, écoutez, on ne voit pas de nouvelles questions. Donc, voilà, comme on le disait, malheureusement, on arrive plutôt sur la fin de ce webinaire. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@syndex.fr. Idéalement, en nous précisant votre nom, votre prénom et l'employeur pour qu'on puisse revenir vers vous avec des éléments précis et bien adaptés à votre contexte. N'hésitez pas, de façon générale, si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, à nous contacter sur cette même adresse, contact@syndex.fr. On vous rappelle que le replay de ce webinaire ainsi que le support seront finalement transmis, vous serez averti par un petit mail, sans doute en début de semaine prochaine. Et donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil au support et au replay du premier webinaire. Et n'hésitez pas à partager ces éléments autour de vous. Il nous reste peut-être juste à vous dire qu'on a une prochaine échéance justement en termes de webinaire le 22 mars. On a un petit peu fait allusion aujourd'hui, mais vraiment très rapidement. Là, l'idée, ça sera vraiment d'aller, nos collègues vous parleront plus spécifiquement des impacts de la loi climat sur les prérogatives du CSE, et notamment sur ce que ça change en termes d'information, de consultation et de négociation. Donc le 22 mars. Et d'ici là, n'hésitez pas soit à prendre l'habitude ou soit à garder vos bonnes habitudes de nous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, on vous remercie. On a passé un bon moment avec vous dans le cadre de ce webinaire. On vous remercie, puis on vous souhaite un bon appétit et une bonne journée.